Sous base volontaire. Et comme la conférence est filmée, vous devez savoir que si vous montez sur scène, vous allez être filmé et tout ce qui va être dit sur vous va être resté dans les annales de YouTube. Mais c'est averti. Mais voilà. Depuis 2 ans, Statistique Canada sort des chiffres sur le cannabis en vue de la légalisation. Donc, avant la légalisation, on estime que 32% des répondants au Québec, des consommateurs québécois, disent avoir pris le volant après consommer du cannabis. Et on est en fait la moyenne la plus faible. Je ne sais pas si on est meilleurs menteurs ou si c'est vraiment qu'on est plus faible. Mais donc, ceci est le chiffre avant la légalisation. Donc, ceci a un peu alimenté la peur qu'avec la légalisation, il va y avoir plus de consommateurs et donc plus de gens sur la route, d'automobilistes sous l'effet d'une substance. Et dans la même enquête, ils avaient remarqué que le 2/3 d'entre eux disaient qu'ils avaient conduit dans la dernière année et environ 49% l'avaient fait au cours du dernier mois. Et le quart l'avait fait en combinant alcool et cannabis. Et 10% avaient combiné cannabis et autres substances. Donc, toutes ces données-là étaient avant la légalisation. Donc, lorsqu'il y a eu l'apocalypse du 17 octobre, lorsque la société québécoise est devenue zombifiée et qu'on n'était juste pas trop bien, selon les perspectives politiques, donc on a légalisé le cannabis, il y avait donc cette grosse crainte que tout le monde allait se mettre à fumer parce que ça devient banalisé et que tout le monde allait prendre leur voiture. Et inquiétude de tout le monde. Et comme nous sommes dans le criche, c'était évident, il fallait mettre une peinture cri. Donc, effectivement, on sait que le cannabis peut avoir des effets sur les facultés nécessaires à la conduite automobile. C'est ce qu'on dit. Moi, j'ai jamais conduit une voiture de ma vie, fait que je ne sais pas. Donc, voilà. Et donc, ça joue beaucoup sur comment on perçoit le temps, sur la concentration et aussi, dans certaines études, ils avaient remarqué que la présence de THC sanguin pouvait augmenter les risques d'accident, mais ceci est quand même assez controversé parce que les études sont faites de manière où on biaise un peu les choses. Et aussi, il faut savoir que quand vous mourrez, vous n'êtes pas comme quand vous êtes vivant, ce qui est évident. Mais, je m'explique un peu, c'est que de quoi que vous avez l'air de votre composition sanguine n'est pas la même lorsque vous êtes vivant et lorsque vous êtes mort. Lorsque vous êtes mort, il y a beaucoup de choses qui sont relâchées dans la voie sanguine, dans la circulation. Donc, on peut par exemple détecter un taux de THC beaucoup plus élevé que si on vous avait testé lorsque vous étiez vivant. Donc, les tests d'autopsie peuvent se mêler ce biais-là aussi. Donc, maintenant, vous savez, quand on y va et qu'on est mort, on n'est pas pareil. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est que c'est pas tout le monde qui consomme, qui va prendre le volant. Donc, la question, c'était aussi, effectivement, c'est une crainte qui est quand même légitime et on ne veut pas que, déjà que les automobilistes, vous êtes quand même assez dangereux dans la vie en général. Donc, on voulait quand même réduire le risque de potentiel accident. Donc, on voulait quand même savoir c'était qui les personnes qui étaient plus à risque, donc, après avoir consommé du cannabis, de conduire une voiture des années 20, spécifiquement. Donc, on a regardé plusieurs facteurs, donc le fait de la polyconsommation qui est ici, les habitudes de la conduite, être habitué de conduire, donc là on est en train de conduire des tempêtes de neige, les connaissances par rapport à la loi, la prise de risque, la recherche de sensations, la migraine, en fait, donc c'est plus la détresse, et les normes masculines, être macho. Et donc, j'avais continué un petit sondage en ligne sur Facebook, pire erreur de ma vie.
Donc, mais quand même, comme on a vu ce matin, c'est quand même assez pratique Facebook pour cibler des personnes selon leurs caractéristiques. Donc, à partir des publicités Facebook, j'ai pu aller chercher au moins 3796 personnes à aller sur Lime Survey pour remplir une quantité industrielle de sondages et de questionnaires. Et par contre, ce qui est quand même assez troublant avec Facebook, c'est que les gens, ils ont beaucoup de temps à perdre et ou ils sont de grands lecteurs parce que ils recevaient une récompense de 15 $ chez Indigo. Donc, il y avait des faux répondants qui répondaient n'importe comment et en tout cas, les gens aiment lire, ce que j'ai pu comprendre, pas les consommateurs de cannabis. Mais donc, j'ai dû retirer les faux participants et environ 745 personnes ont été assez patientes de passer 30-45 minutes devant leur écran à répondre à des questions. Oui. Et ça, c'est une petite anecdote aussi. Au début, l'affiche avait une feuille de pote ici et dans les rétroviseurs. Facebook m'a bloqué mon annonce au bout de 2 jours pour dire que je faisais de la promotion. Donc, la version par la suite était devenue plus plate. Et après ça, j'ai été bloqué sur Facebook parce que le mot cannabis était trop gros. Donc, le mot cannabis devait faire moins de 20% de toute l'image. Donc, si jamais vous voulez faire un sondage, bonne chance. Donc, comme je vous dis, je ne vais pas passer à travers tous les questionnaires, mais c'est juste pour vous donner une idée qu'on a fait énormément de questionnaires et qu'en moyenne, ça devait prendre autour de 30-45 minutes. On regardait donc évidemment tout ce qui est socio-démo, mais également par rapport aux habitudes de consommation, par rapport à quoi ils s'attendent, par rapport aux effets du cannabis, pourquoi ils consomment. Ensuite, plus par rapport à leurs habitudes sur la route. Est-ce qu'ils sont agressifs? Est-ce qu'ils s'amusent à faire des fuck you partout à tous les conducteurs, surtout aux cyclistes? Et voilà. Et aussi d'autres éléments qui sont plus liés par rapport à l'impulsivité, la détresse psychologique. Et aussi, on regardait aussi l'influence des pairs. Est-ce que le fait que ce soit un comportement plus commun dans leur réseau allait avoir une influence sur leur propre comportement? Et je vais boire de l'eau. Et donc, le petit sondage, c'est fait à travers l'ensemble du Canada, avec une surreprésentation québécoise, mais ça, c'est encore le petit problème quand on diffuse dans nos réseaux sociaux. Donc, évidemment, j'ai plus de personnes qui ont vu quand je l'ai diffusé sur mon propre Facebook qui est québécois. Donc, j'ai moi-même introduit un biais, finalement, en le partageant à mes amis. Mais sinon, en gros, pour le reste des provinces, c'est quand même relativement représentatif à ce qu'on retrouve dans la répartition des Canadiens et Canadiennes sur le territoire canadien, évidemment. Et donc, on a divisé l'échantillon en 4 groupes. Donc, ceux qui disent avoir conduit après avoir consommé du cannabis. Donc, et c'était une période de 2 heures. Donc, avoir conduit dans les 2 heures après la consommation de cannabis. Un autre groupe qui sont très minoritaires, c'est avoir conduit sous l'effet de l'alcool. Il faut savoir que toutes ces personnes-là, évidemment, consomment du cannabis. Donc, c'est le critère essentiel. Donc, s'ils ne consomment pas, ils ne sont pas dans l'échantillon. Ensuite, on a le troisième, ceux qui disent qu'on a conduit à la fois sous l'effet de l'alcool et du cannabis. Et là, je l'ai fait de raccourci, je dis aucune substance, mais plutôt la question c'était ne pas avoir conduit sous l'effet du cannabis ou de l'alcool. Et c'est à ce moment-ci que j'ai besoin de 4 personnes pour représenter ces 4 groupes. Donc, garochez-vous pas. Donc, j'ai besoin de vraiment 4 personnes. Parce qu'il est mon collègue de bureau, mon voisin de bureau, donc il m'a tordu le bras pour que je sois le premier volontaire. Sinon, si vous venez pas, je vais choisir au hasard ou... On va t'aider. OK. Donc, vous pouvez prendre place, vous avez des petits tableaux. Tu veux qu'on s'assoie? Ouais. Et j'ai besoin d'une 4e personne. Oui. Votre conducteur, sous l'effet d'aucune substance, avait précisé ne pas avoir conduit sous l'effet d'alcool cannabis, donc il pouvait être sous l'effet d'alcool.
Ouais, ça c'était une des limites que. Ok, non, c'est beau. OK. J'ai besoin d'une cinquième personne. Vous n'allez pas être en avance, vous allez juste faire une petite tâche. Donc, on a les mêmes caractéristiques. Vous allez leur attribuer un rôle. Vous ne choisissez pas. C'est quelqu'un qui va décider pour vous qui vous allez jouer. Donc, C'est moi qui les donne. oui. Ok. Je vais très freestyle, là. C'est de stigmatisation. J'adore pour le stigmatiser, sinon, là. Donc, on va d'abord commencer par présenter la personne qui conduit sous l'effet du cannabis. Donc, qui est cette personne? Donc, tu t'appelles Dimitri, nouvellement immigré russe. Et donc, après des années à errer sur un bateau, tu as finalement atterri ici. Et... en bateau. Et donc, ça fait environ 5 ans que tu es résident au Canada et depuis que tu as quitté ta Russie natale et que tu as tous les droits et libertés au Canada et que tu peux consommer librement, tu t'adonnes librement à la consommation de cannabis et comme il n'y a plus de règles et comme tu viens depuis soviétique, les codes de la route, on s'en fout. Donc, qui conduit sous l'alcool? Sous l'alcool. Donc, tu es une... donc, on va t'appeler Pina. Pina. Pina, tu es allemande, aussi nouvellement immigrée, qui t'a voulu percer dans le milieu théâtral, sans gros succès, tu t'es essayé dans la danse, mais non plus, malheureusement, tu n'as pas trop de talent, mais donc tu essaies quand même de percer dans le milieu, donc tu vas de festival en festival, de rencontre en rencontre pour réseauter et finalement espérer qu'un jour, on va te voir et que tu vas finalement percer. Donc, aller de festival en festival fait en sorte que ta consommation d'alcool a pas mal, beaucoup augmenté. Donc, qui continue maintenant sous l'effet des deux? C'est moi. Donc, comment on va t'appeler? Bertha. Bertha, toi, c'est que tu... malheureusement, la vie t'a pas choyé. Comme tout le monde. Donc, tu es né à Trois-Rivières. Donc, pour oublier tous ces problèmes, tu t'es mis à consommer beaucoup de choses parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à Trois-Rivières à part boire et fumer. Donc, voilà. Et... donc, j'imagine que c'est Jorge, tu es... C'est moi le plate. Ah, ok. Pas si plate que ça parce que tu t'appelles Kevin, tu viens de Laval, tu es douchebag. Donc, c'est pour ça que tu ne consommes, tu consommes pas tant d'alcool, tu consommes un peu de cannabis pour te détendre, mais tu veux pas que ça ait trop d'effet sur ton entraînement parce que les pipes, c'est important. Donc, vous devez donc maintenant incarner ces personnages-là. On fait de l'impro. OK. Je vais vous expliquer un peu. Donc, on va vous mettre dans l'esprit du sondage, c'est que vous allez répondre aux questions que les mêmes participants ont répondu, mais vous n'allez pas jouer qui vous êtes personnellement. Vous allez répondre selon si vous êtes Dimitri, Pina, Bertha ou Kevin. Ça fonctionne? Et par le fait même, comme vous êtes empathique, vous êtes censé de faire le même exercice dans votre tête. Donc, ça c'est expliqué. Donc, première question. Dans la perspective de se doter pour la première fois d'une constitution citoyenne au Québec, est-ce que le fleuve Saint-Laurent devrait se voir attribuer la personnalité juridique? Okay. C'est toi qui es à jeun. Réponds. Okay. C'était un test.
On va passer à des choses plus sérieuses. Donc, l'une des premières questions, comme j'ai dit, le théâtre m'a un peu influencé. Donc, notre échantillon se basait sur des personnes âgées de 17 à 35 ans. Et la moyenne d'âge de notre sondage était donc de 24,8 ans. La question, est-ce que la personne que vous représentez, est-ce que vous êtes au-dessus, pareil ou en dessous de cette moyenne d'âge? Donc, vous écrivez votre réponse sur le petit calepin. OK. Donc, vous montrez vos réponses. Ah, ça a été court. Donc, la personne donc Kevin qui ne conduit pas sous l'effet d'une substance, il dit qu'il est en bas de la moyenne. Celle qui est née à Trois-Rivières, malheureusement, c'est au-dessus de la moyenne, donc plus vieux. La personne qui consomme de l'alcool plus vieux et la personne qui le russe plus vieux. Est-ce que vous pensez que c'est ça le portrait? La réponse, c'est que, du moins dans le sondage, il ne se distingue pas sur le plan de l'âge, étonnamment. Donc, vous comprenez un peu l'exercice, c'est pour. Donc, pour l'instant, tout le monde a autour de 24 ans, ils se répartissent tous également. Par rapport au sexe, notre échantillon est composé un peu plus d'hommes que un peu plus de personnes qui se considèrent femmes que de personnes qui se considèrent hommes. Et on a un petit 3% qui se considèrent soit indéterminés ou non binaires. Donc maintenant, dans votre groupe de personnes que vous représentez, quel est le pourcentage d'hommes, de femmes et de personnes indéterminées? C'est sûr que c'est ça la question? Ouais. J'utilise mon miroir. Donc, on va commencer ici. 10% d'eux. Hein? Pas dire pour chacun de nous. C'était pas ça. Alors, on est d'hommes. 50% hommes-femmes, 50% hommes-femmes. Et 40% hommes, 45% femmes et 5% non-binaires. Et donc, en fait, si on regarde la distribution, en fait, on se rend compte que dans les chez les personnes qui conduisent sous l'effet du cannabis avec ou sans alcool, il y a une plus forte proportion de personnes qui se considèrent comme des hommes, alors que dans le groupe des personnes qui, comme Kevin, le douchebag, il y a plus de femmes que d'hommes qui ne conduisent pas sous l'effet d'une substance. Donc, maintenant, prochaine question. À quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois? Les choix de réponse sont derrière vous, mais en ce moment, c'est moins d'une fois par mois, 1 à 2 fois par mois, 1 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine, 4 à 6 fois par semaine, tous les jours. Selon notre groupe. Selon votre groupe. Selon ton groupe. Selon ton pourcent. Donc, 2 à 3 fois par semaine, tous les jours, 2 à 3 fois par semaine, et 1 à 2 fois par mois. Donc, montrez quand même vos réponses, on va voir si c'est vraiment ça qu'on observe. Donc, en fait, il devrait être inversé, mais on voit qu'effectivement, ceux qui consomment du cannabis, plutôt, qui conduisent sur l'effet du cannabis, près de 90% fument au moins 1 fois par semaine. Et alors que le groupe alcool, peut-être que leur substance de prédiction est justement plus l'alcool, ils boivent moins, ils consomment moins fréquemment du cannabis. Donc le 1 à 2 fois par mois, tu es quand même dans une bonne estimation. Et le pétissage ici, 2 à 3 fois par semaine, donc qui est quand même une consommation régulière. Et comme on peut voir dans le graphique, c'est environ la moitié ont une consommation occasionnelle et l'autre moitié ont une consommation régulière. Donc, le groupe qui ne conduit pas, c'est un peu difficile à déterminer leur fréquence, mais on voit quand même que ceux qui conduisent sur les cannabis ont vraiment une consommation très régulière. Là, vous pouvez vous reposer un peu. On va pas faire ça avec toutes les questions quand même.
Sinon, ce qu'on avait aussi remarqué dans le sondage, c'est qu'on a passé un questionnaire qui s'appelle le Cannabis Use Disorder Identification Test, donc qui évalue les troubles liés aux substances, liés au cannabis, pardon. Et ce qu'on se rend compte, bien déjà, le questionnaire est un peu biaisé, qu'on s'est rendu compte que la question qui faisait perdre des points, ou plutôt gagner des points à tout le monde, c'était la fréquence de sa consommation. Mais sinon, ce qu'on remarquait, c'est que peu importe le seuil où on le mettait, donc si on met un seuil à 6, à 8 ou à 10, il y avait quand même une plus grande proportion des personnes qui conduisent sous l'effet du cannabis avec ou sans alcool, qui présentaient aussi les critères de l'abus ou la dépendance au cannabis. Donc, ensuite, question choix libre. Si vous pensez à toutes les fois où vous avez consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, pourquoi vous l'avez fait? C'est pas, donc on a, pour le plaisir, c'est poche à Trois-Rivières. Détente et habitude. Dans les festivals. Et avec des amis, pour avoir du fun. Donc on a quand même plaisir, relaxation et coping, si on peut dire. Parce que c'est quand même déprimant. La fille des Trois-Rivières, donc il faut oublier ses soucis. L'alcoolique, c'est pour être plus sociable. Grosse généralité, mais on voit quand même que les motifs de consommation ont aussi peut-être une influence sur la répartition des groupes en tant que tel. Donc, on voit que ils recherchent d'abord des sensations plus agréables, comme pour améliorer les sensations que ça procure, pour être plus social, pour comprendre les choses différemment. Donc, ils ont aussi cette perspective que le cannabis peut apporter quelque chose de très... les raisons de consommation, ils vont plus dans le positif en tant que tel, chez ceux qui consomment, qui conduisent sur l'effet du cannabis. Ensuite, on a aussi demandé qu'est-ce que le cannabis leur procure réellement comme effet sur eux. Et ce qu'on se rend compte de manière générale, c'est que ceux qui conduisent sous l'effet du cannabis rapportent moins de perturbations cognitives. Ils rapportent davantage d'effets de relaxation, de réduction de l'attention. Ça a un meilleur facilitateur social. Ils sentent que leur perception, leur cognition est amplifiée, que les idées sont plus claires, que la musique a un son différent, que les choses vont mieux. Ils rapportent moins d'effets négatifs globaux, donc ils n'ont pas l'impression que le cannabis, par exemple, leur fait perdre le contrôle, leur fait des manières négligentes. Donc, en somme, ce qu'on voit ici comme portrait, c'est que s'ils ont une attente positive des effets, on dirait qu'ils sont aussi plus enclins à conduire sur l'effet du cannabis que ceux qui, à l'inverse, rapportent plus des effets mitigés ou des effets plus négatifs. Et il y a une question ici, déjà. Oui, Dimitri se pose une question. Vu qu'on constate que ceux qui conduisent après avoir consommé du cannabis semblent représenter un type de consommateur plus régulier, est-ce qu'on peut faire une corrélation avec le fait qu'il peut y avoir donc une plus grande consommation, donc une meilleure tolérance par rapport aux effets, en tout cas? Effectivement, c'est vrai que plus on consomme, plus on a une meilleure tolérance, on connaît mieux aussi les dérapages potentiels. Donc, on peut aussi se dire, OK, ben, je me sens mieux à ce niveau-là, fait que je suis apte à le faire. Mais ça reste quand même une évaluation très subjective de quelle est ma véritable limite ou quelle est ma véritable capacité en tant que telle. Mais par rapport aux effets négatifs, si on peut le dire ainsi, vu qu'il y a une consommation plus régulière, peut-être plus tolérant à l'effet perturbateur qu'un consommateur qui est plus occasionnel? Ben, c'est vrai que l'effet est peut-être plus amplifié pour un consommateur non régulier, justement. Et s'il ressent quelque chose de négatif, peut-être qu'il s'en retient moins, alors que si tu le fais régulièrement, effectivement, si ça fait mal, tu vas pas t'amuser à le faire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, au cours des 12 derniers mois, combien de kilomètres avez-vous parcouru? Donc, les choix de réponse sont derrière vous. Donc, moins de 5000 km, 5000 à 10 000 km dans une année.
10 000 à 20 000, 20 000 à 40 000 et, et plus de 40 000 km au cours des 12 derniers mois. Et elle connaît précisément son chiffre. Et si on compare maintenant les réponses, donc toi tu dis 20 à 40 000, 8 756. Donc, Ça sur un basic. good. C'est peut-être mieux finalement comme personne. 20 à 40 000. Et donc, on voit quand même que l'expérience de conduite a aussi un effet, aussi pour les personnes qui conduisent sur l'effet de l'alcool. Plus qu'ils parcourent de kilomètres, plus qu'ils sont peut-être plus enclins à le faire, aussi par comme je suis habitué de le faire, j'ai mes réflexes, donc ça va mieux que quelqu'un qui est moins sur la route. Donc, au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous conduisez rapidement? Ça va de jamais, très rarement, rarement, parfois, souvent, très souvent, toujours. Donc, à quelle fréquence vous conduisez rapidement, vous dépassez les limites de vitesse? Jamais, très rarement. Toujours, parfois, très rarement. Et j'avoue qu'il y a une douchebag qui explique peut-être le toujours. Un douchebag qu'on dit toujours vite. Oui. T'as une Acura Mais 1993, c'est ça. montée avec ça bouge. Avec un gros aileron. Aileron, ça va plus vite. Donc, on voit ici qu'il y a légèrement plus de conduite à risque, mais plus dans le groupe alcool en tant que tel que cannabis. J'ai hésité. Et donc, je vais accélérer un peu plus. Donc, on a aussi les conséquences négatives sur la route où on voit que ils ont pas tant plus d'accidents que les autres parmi les cas de route, mais on remarque quand même que ceux qui conduisent sous l'effet d'une substance, que ce soit alcool ou cannabis, ont davantage de contraventions. Vous pouvez choisir une des questions. Donc, c'est soit la première, je vais être très irrité lorsque je suis coincé dans un embouteillage. La deuxième, je me déplace en zigzag d'une voie à l'autre quand la circulation est lente. Et 3, je fais des gestes de réprobation, montrer le majeur, sacré, à l'attention des conducteurs qui méritent. Donc, choisissez une des trois. Vous me dites si vous le faites jamais, rarement, à l'occasion, souvent, toujours. Donc, le premier, c'est je deviens irrité lorsque je suis pris dans le trafic. 2, je me déplace en zigzag d'une voie à l'autre quand la circulation est lente. Et 3, je fais des fuck you à tout le monde. Ah, je vais choisir, ben, Souvent pour toutes. pour toutes. Jamais. Trop souvent, non. Souvent. ok. Trop souvent. C'est Marie-Hélène. Souvent, toujours. Donc, en fait, c'est que pour les émotions négatives, donc ils ne sont pas plus irrités, fâchés sur la route parmi les 4 groupes. Par contre, ceux qui conduisent sur les feux de cannabis ont des comportements plus risqués, donc par exemple, ils se déplacent en zigzag d'une voie à l'autre. Et ça, la question se passe de manière générale sur la route, pas quand ils sont uniquement sur consommation. Donc, ils présentent d'autres comportements dangereux sur la route avec ou sans substance. Et le groupe alcool est un peu plus agressif que les autres, mais on peut le deviner un peu plus par la substance qu'ils prennent. Mais et en deuxième position, on a le groupe cannabis. Ça, c'était moi qui... Je vais accélérer un peu parce que je pense qu'on n'a pas tant de temps. 6 minutes, OK. Ça, c'est une question que j'ai voulu poser absolument parce que je suis très Valérie Plante. Donc, je prends le transport en commun. Donc, il fallait absolument que je pose une question sur qu'est-ce qui passe du transport en commun et ce qui n'est pas, ce n'est pas étonnant, mais le groupe qui ne conduit pas sous l'effet d'une substance ont tendance à avoir une meilleure perception du transport en commun que ceux qui conduisent. Donc, ça, c'est mon petit éditorial. Si on améliorait le système en transport, est-ce qu'on pourrait diminuer le taux de conduite avec capacité affaiblie? Donc, j'espère que c'est enregistré et qu'on voyait ça aux mairies. Donc, et aussi, donc, sans surprise aussi, on voit qu'ils sont plus impulsifs et
manque de préméditation, ça c'est un aspect qui est quand même assez intéressant de l'impulsivité. Donc, on peut s'imaginer que ça se produit dans un moment où ils doivent prendre la voiture. Ils n'ont pas planifié d'avance, OK, je vais peut-être consommer, donc je vais planifier mon transport de retour ou avoir un lift ou faire du covoiturage. Donc on avait évalué 5 éléments de l'impulsivité. C'était vraiment la recherche de sensations et le manque de préméditation qui prédisait le mieux l'appartenance au groupe cannabis. Et donc, combien de vos amis conduisent sous l'effet du cannabis? Aucun, quelques-uns, plusieurs, presque tous ou tous? Plusieurs. Quelques-uns. Tu as raison. Pas pour l'orthographe. Quelques-uns. Mais on voit quand même qu'il y a un effet des amis. Donc, si on regarde ici, donc en rouge et en orange, c'est tous, presque tous ou plusieurs. Et, donc, ceux dont les amis conduisent sur l'effet du cannabis, donc plus ils ont d'amis, plus qu'ils sont tendance à le faire. Donc, il y a peut-être un effet aussi de l'influence des pairs. Et quand on pose la question, est-ce que vos amis vont approuver ou non le fait que vous le faites? Ceux qui disent que leurs amis ont plus de probabilité de les approuver, c'était aussi ceux qui étaient dans le groupe producteur de cannabis versus ceux qui ne le font pas. Et la même question était combien de fois avez-vous monté au bord de véhicule en sachant que le conducteur était sous l'effet du cannabis? On voit encore une fois que ceux qui conduisent sous l'effet du cannabis avaient plus tendance aussi à être montés en moyenne 8 fois dans l'année avec un conducteur. Donc il y a aussi cet effet d'imitation qu'on observe. Je pense que c'est une de vos dernières questions. Donc, nommez une raison qui vous motive. Non, en fait, juste vous deux, parce que vous ne comptez pas. Donc, nommez une raison qui vous motive à conduire sous l'effet du cannabis. Donc, la trifluvienne a besoin de se rendre à Montréal et le temps passe plus vite. En fait, on a plusieurs motifs de consommation. Celle qui revient le plus souvent, je les ai mis en grosse catégorie, mais le questionnaire n'est pas construit comme ça. C'est un étudiant à la maîtrise qui va se charger de cette belle tâche liée au fond. Donc, on remarque quand même que l'une des réponses qui venait le plus souvent, c'est qu'ils estimaient que le cannabis n'a pas ou peu d'effet sur leur capacité de conduire. Donc, il n'y a pas que le cannabis ne joue pas sur la capacité de conduire. Une autre chose qui revenait aussi très souvent, c'est qu'ils devaient vraiment se rendre à quelque part d'autre. Ils n'avaient pas le choix. Donc, Montréal. Et il y avait aussi plusieurs questions qui tournaient autour du chauffeur désigné et on aime bien qu'ils conduisent sur l'effet du cannabis parce qu'ils sont le chauffeur désigné. Mais non, ils ne gonflent pas. C'est moins pire. Et sinon, ce qu'on remarque finalement, c'est qu'ils ont aussi, ceux qui conduisent sous l'effet du cannabis, avec ou sans alcool, pensent qu'il est moins probable que les policiers peuvent les détecter. Ils pensent qu'il y a moins de risques ou aucun risque lié à ce comportement et ils ont une connaissance plus faible des lois dans le sens qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent, par exemple, perdre leur permis ou se faire attribuer une infraction de capacité affaiblie. Donc ça, c'est en résumé tout ce que je vous ai lancé comme statistique. Elle était là à gauche. Mais voilà. Ouais. J'ai très bien. Donc, en fait, si vous regardez bien la photo, en fait, le gars porte un t-shirt. Hein. Donc, ce sont des gens qui se considèrent des hommes. Donc, se considèrent. Donc, 50 à 66% se considèrent des hommes. 90% disent avoir consommé au moins une fois par semaine. Donc là, je dois faire mes petits... animation. Ils ont plus tendance ont davantage d'amis qui conduisent sous l'effet du cannabis. Plus de la moitié présente un trouble lié à l'usage du cannabis selon de manière auto-rapportée.
Ils consomment davantage pour des raisons de coping, amélioration de leur humeur, donc c'est le gars qui jouit, expansion de leur conscience, puis sociale, puis ils sont dans un party. Et ils ont aussi des effets... ils ont aussi des effets attendus positifs qui pèsent plus à la balance que les effets négatifs. Et je termine avec rapidement les autres... Donc, ils ont d'autres comportements dangereux sur la route, ont une perception plus négative de leur mobilité, moins de connaissances par rapport aux conséquences judiciaires, croient moins pouvoir se faire détecter, perçoivent la conduite comme étant une activité sans ou faible risque, sont plus impulsifs. Et c'était les 3 réponses qui revenaient le plus souvent de pourquoi ils le font. Et voilà, et cette présentation a été lancée par un ami barcelonais qui disait que je ne pouvais pas juste faire de présentation et que je devais m'inspirer de ce que je voyais. Donc voilà mon inspiration. Merci.